Et pour l'occasion, le décodeur est à 12 000 francs et la parabole est offerte. Tous les sports sont sur les bouquets Canal+. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Alors, qui peut me dire ce qu'est le civisme fiscal? Qui peut me dire comment on fait pour construire les routes, écoles et hôpitaux? C'est le président. C'est l'État. C'est mon père. Un peu de silence les enfants. Il n'a pas tort. Vous avez tous raison. Vos parents participent au développement du pays en payant ce qu'on appelle l'impôt. Du 10 au 12 mai 2016, la Direction générale des impôts et des domaines ouvre ses portes et vous invite aux Journées nationales d'information, édition 2016, sous le thème « L'école et la promotion du civisme fiscal ». Maman, tu payes les impôts? Oui, ma chérie. Pourquoi cette question? Donc tu participes à la construction des infrastructures de notre pays? La DGID, une administration moderne au service de l'usager. Voici les titres. La coopération entre la Chine et le Sénégal pèse 10 milliards de yuan. Plusieurs domaines sont concernés. Certains vont être renforcés pour accompagner le plan Sénégal émergent. Annonce faite par le vice-premier ministre chinois en visite de travail au Sénégal. Opportunité saisie pour passer en revue les axes majeurs des échanges entre Dakar et Pékin. Suite de notre série sur Sandaga et ses extensions, ce soir on vous présente la situation du bâtiment central 3 ans après l'incendie et les activités tout autour comme la vente d'habillements et la présence de quincailleries depuis de nombreuses années. La rubrique métier nous plonge ce soir dans l'univers des entomologistes. Ils sont spécialisés dans la fabrication de produits qui protègent les plantes contre les insectes. On vous en dira davantage dans cette édition. Et puis nous avons un invité dans ce journal, il s'agit de Oumar Dembaba. Il vient nous parler de son ouvrage intitulé Baba Mal, le message en chantant, les messages de son livre à décortiquer avec lui dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais tout à l'heure, la Chine va renforcer sa coopération avec le Sénégal. En plus de ceux qui sont en cours, d'autres projets vont suivre dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Annonce du Conseil d'État de la République populaire de Chine. Il a été reçu par le chef de l'État à l'issue d'une visite de travail qu'il a effectuée au Sénégal. Oumar Ning, la synthèse. La visite traduit l'importance que la Chine accorde à la coopération avec le Sénégal. Yang Jiechi et sa délégation sont venus réitérer cette position au chef de l'État. Je suis venu pour mettre en œuvre les consensus importants dégagés entre le président Xi Jinping et le président Macky Sall pour promouvoir les relations entre nos deux pays, le partenariat stratégique sino-sénégalais et la coopération entre la Chine et l'Afrique. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir des échanges avec les représentants sénégalais, notamment le Premier ministre. Nous avons eu un entretien ce matin et les deux parties ont parvenu à beaucoup de communautés de vues sur la coopération économique, commerciale, humaine et culturelle et dans les affaires internationales. Le partenariat est déjà dynamique, mais il sera renforcé. La Chine va s'investir pleinement dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous allons
continuer à coopérer avec le Sénégal. Nous avons déjà aidé la construction du musée des civilisations noires. C'est un projet accompli. L'autoroute Thiès-Toupa est toujours en cours et nous allons lancer d'autres projets de coopération sur les infrastructures, sur le développement des réseaux d'électricité ou encore l'hydraulique. Nous allons apporter notre contribution. Nous allons aussi soutenir activement le développement du projet Smart Sénégal. Nous allons encourager les entreprises chinoises à participer à la construction du deuxième phase du parc industriel. Et actuellement, nous avons aussi décidé de réaliser, de mieux faire valoir la complémentarité économique entre nos deux pays. Malgré la morosité de la croissance économique mondiale, le commerce sino-sénégalais a enregistré une croissance annuelle importante, soit 36%. Nous souhaitons importer davantage de produits sénégalais qui correspondent à nos besoins. C'est une coopération qui touche pratiquement tous les domaines. Preuve d'une convergence de vues magnifiée par le conseiller d'État, qui salue d'ailleurs la posture du Sénégal sur la scène internationale. Élevé au grade de commandeur dans l'ordre national du Lion, Yang Jiechi repart satisfait et très touché par l'accueil qui lui a été réservé au Sénégal. Et puis Youssou N'Dour présente son nouvel album au chef de l'État. Sénégal Rec va sortir le 10 de ce mois. L'artiste ministre conseiller a voulu donner la primeur au président de la République. Youssou N'Dour au micro de Oumar Nying. Je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Il était au courant que je travaillais depuis quand même un moment sur cet album. Et voilà, c'est monsieur le président de la République, c'est un honneur. Je travaille avec lui. Donc j'ai fait ma musique qui est ma passion, donc c'est normal que je vienne lui présenter en exclusivité l'album avant sa sortie le 10, comme ça on est le 6, il a le 6, le 7, le 8, le 9, il a 4 jours avant les Sénégalais, voilà, c'est le président. Il a la primeur et j'espère que ça va lui plaire, mais en tout cas il a la primeur 5 jours avant la sortie. Et puis nous reparlons des relations Chine-Sénégal. Plus de 10 milliards de yuan, c'est le poids de la coopération entre les deux pays. Une coopération revisitée ce matin au cours d'une séance de travail qui a réuni le Premier ministre du Sénégal et le vice-premier ministre chinois en visite de travail dans notre pays. Compte rendu Maman Moussaïan. La Chine apporte une contribution remarquable au développement et à l'émergence du Sénégal. À titre d'exemple, la réalisation du Grand Théâtre National, l'hôpital pour enfants de Diamniadio, l'Institut Confucius à l'UCAD, la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives, la réalisation du musée des civilisations noires. Avec cette visite du vice-premier ministre chinois à Dakar, la coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine se renforce davantage sur les plans bilatéral et multilatéral. C'est plus de 10 milliards de yuan la coopération entre le Sénégal et la Chine. Et 84% de cette somme porte sur des prêts préférentiels et sur des subventions et prêts sans intérêt. Donc c'est souligné par là l'importance et la qualité de la coopération sino-sénégalaise. Au cours de la rencontre, il a été aussi question des activités des deux pays au sein des instances internationales. Renforcement de la complémentarité industrielle avec le parc industriel de Diamniadio qui doit entrer dans sa deuxième phase puisque la première phase a été totalement financée par l'État du Sénégal. Il a été question également du renforcement de la concertation et de la coopération, de la coordination diplomatique à travers le soutien mutuel sur les grands dossiers internationaux tels que le changement climatique, puisque vous le savez, le Sénégal et la Chine siègent tous les deux au Conseil de sécurité. L'hôte du Sénégal sera reçu par le président de la République. Ensemble, ils définiront les grandes priorités de la coopération sénégalo-chinoise pour les prochaines années.
Et cela fera bientôt 2 ans que le pôle urbain de Diamniadio a été lancé. C'était le 24 mai 2014 exactement. Les projets de première génération concernent entre autres le Centre international de conférence Abdou Diouf, les logements sociaux, sans oublier le parc industriel. Beaucoup de réalisations sont déjà visibles. D'ailleurs, les projets de seconde génération sont envisagés. Le point avec Ibrahim Odonga. Le pari du risque aboutit au triomphe. Le pôle urbain de Diamniadio étale tout son charme. Nous sommes au site où sont déroulés les premiers travaux du projet. Le regard dans le rétroviseur nous permet de comprendre l'exécution rapide de ces ouvrages. Pour rappel, le lancement a été fait le 24 mai 2014. Lorsque la vision est claire, est-ce que derrière aussi il y a une volonté, évidemment les choses peuvent aller très très vite. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il y avait une vision claire, une volonté de réaliser cette vision, ce qui a fait que finalement tous les gens qui ont adhéré, ils ont adhéré sur cet engagement, cette volonté déjà du chef de l'État de réaliser cette ville, la nouvelle ville à Diamniadio. À Diamniadio, les constructions obéissent à un principe d'aménagement particulier. La mixité sociale, tout comme celle fonctionnelle, y sont appliquées. C'est-à-dire qu'à chaque arrondissement, il y a du logement et de l'activité. Donc, dans tous les arrondissements, vous allez retrouver des logements, vous allez retrouver de l'activité. À l'intérieur des bâtiments, on peut avoir une idée sur les différents types d'appartements qui sont prévus. Ici, les bâtiments sont aussi répartis en 3 catégories en fonction des besoins. Nous avons 33 immeubles à faire, dont 3 R+8, 8 R+4 à 2 appartements par niveau, et 15 R+4 à 3 appartements par niveau, et 7 R+4 à 2 appartements par niveau. C'est un peu moins de 400 appartements qu'on doit livrer. Dans la zone, 3 entreprises interviennent dans la construction des logements et autres. Des réalisations qui entrent dans le cadre de la première génération de projets. Le C4, qui est donc le premier projet qui est réalisé sur le site. Ensuite, vous avez les programmes de logement, vous avez le parc industriel, vous avez l'université. Tous ces projets-là font partie de ce qu'on appelle les projets de la première phase, de la première génération, de la phase d'émergence du pôle urbain de Diamniadio. Mais on ne peut pas parler du pôle urbain de Diamniadio sans son parc industriel. Sur place, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la touche finale des travaux. Nous en sommes à un taux de réalisation de 76% et nous comptons d'ici 2 mois finaliser et livrer totalement cette première phase. Le premier hangar, il est de 7920 mètres carrés avec une mezzanine. Dans ce hangar, il est prévu d'installer une industrie textile. Cette industrie va créer au Sénégal 1000 emplois dans un premier temps avant d'aller à 5000. Ce parc industriel de Diamniadio portera la dynamique de l'activité industrielle de Diamniadio pour lequel les hangars sont déjà disponibles. 3 hangars dans le projet initial sont disponibles aujourd'hui et nous sommes en négociation forte avec les investisseurs pour leurs prochaines installations. Une vision claire, des moyens disponibles, le tout se résume à une mission réussie. La composante essentielle et de cohérence des projets de première génération vient apporter une réponse essentielle pour faciliter l'exécution des projets de seconde génération. Cette ville, elle a été imaginée par son excellence le président Macky Sall, elle a été conçue par le président Macky Sall, elle est en train d'être mise en œuvre par une dynamique de promotion des investissements pour laquelle le président a été le VRP du Sénégal. Des résultats positifs, source de motivation. C'est d'ailleurs dans cette optique que le président Sall va procéder au lancement de la seconde génération de projets. Pendant ce temps, on appuie sur l'accélérateur pour respecter les délais. Ibrahim donc nous donne rendez-vous demain pour d'autres aspects du pôle urbain de Diamniadio, mais aussi pour parler des projets de seconde génération. La Cour des comptes va réceptionner dans 4 mois son nouveau siège. Les travaux démarrés en 2013 sont à 90% de taux d'exécution. Le ministre de l'Habitat qui s'est rendu ce matin sur les lieux s'est réjoui de l'état d'avancement du projet. Il a coûté 7 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, compte rendu Ndeye Koura Cissé et Aramdao. Ce R+5 et ses 2 sous-sols mettront bientôt un terme à l'éclatement des administrations de la Cour des comptes. L'institution attend depuis des années un seul et unique siège fonctionnel. Actuellement, la Cour est éclatée sur 3 sites. Il y a le site des Almadies, celui du Point E et celui de l'immeuble Faisal. Vous voyez ce que ça fait comme problème de coordination.
Aujourd'hui, la Cour ne peut pas recruter un seul membre de son personnel parce qu'il n'y a pas de place. Tous les 3 sites sont pleins. Une exécutée en passe de devenir un mauvais souvenir, bâti sur plus de 3000 mètres carrés. Ce bâtiment est entièrement dédié à la Cour des comptes. Il compte 220 bureaux, une salle d'audience, des archives qui font des centaines de mètres carrés, pour ne citer que ces locaux. Et nous sommes dans les délais. C'était un délai d'exécution de 24 mois. Mais à la suite de la demande de la Cour, nous avons fait une requalification du projet. Donc il n'était pas prévu de faire 2 sous-sols. C'est pour l'archivage des documents. Et cela a fait que l'agence a fait donc un autre contrat avec l'entreprise au niveau de la DCMP pour allonger les délais de 9 mois. Donc le délai fait 33 mois et il est prévu d'après le planning d'exécution que les travaux seront terminés en fin septembre 2016. 7 milliards, c'est le coût du projet. C'est en 2013 qu'il a pris forme. L'historique un peu de ce projet, vous savez, l'agence est née en 2011 et qui s'est substituée d'abord au PSRP et au PAPCRE. Et dans leur sillage, ils ont laissé 102 projets abandonnés. Actuellement, 50% de ces projets ont été exécutés, parmi lesquels ce projet qui n'avait pas démarré n'a que démarré en 2013. En 2013, ce projet a démarré et vous savez, le niveau d'exécution est à 90%. Je suis très satisfait de l'exécution. Au regard du délai consenti, 24 mois, je pense que ça me paraît un peu petit. Mais aujourd'hui, on a vu que vraiment l'entreprise a travaillé. Et j'espère qu'en 2013, en 2016, en septembre, ces travaux seront achevés. Et j'exige à ce que ces délais soient respectés. La Cour des comptes attend impatiemment ce bijou logé au boulevard de la République. Il va rassembler en septembre 2016 la grande famille de la Cour des comptes. Dans l'actualité religieuse, cérémonie officielle de la célébration de l'anniversaire de la naissance du deuxième khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. À l'occasion, des prières ont été formulées pour un bon hivernage et une année scolaire apaisée. C'était en présence d'une forte délégation gouvernementale. Abibou Mbaye, la synthèse. Au Magal du Kazu Rajab, il y a des moments forts qui rappellent forcément la personnalité de Serigne Fallou Mbacké. La communion de toute la famille de Baye Galas autour de son khalife Serigne Abo Mbacké. La symbiose entre le spirituel et le temporel qui rappelle combien Serigne Fallou était attaché à la République. Conseiller et ami du président Senghor. En atteste aujourd'hui la délégation gouvernementale conduite par le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui l'a rappelé en transmettant l'amitié et l'attachement du chef de l'État Macky Sall à la famille mouride et de Serigne Fallou. Serigne Fallou symbolise la quintessence de ce que nous avons de précieux au Sénégal. L'adoration dans son acception la plus profonde, le travail et le développement des relations pour une symbiose entre le spirituel et le temporel dans l'intérêt du citoyen sénégalais. Je pense que c'est ça que contient le discours de Serigne Fallou. C'est lié donc de magnifier encore cela et de magnifier les relations qui existent donc entre le président Macky Sall et la famille de Serigne Touba, qui perpétue donc justement ces relations qui datent de très longtemps. Mais le plus symbolique de tous est le choix fait chaque année sur le doyen, compagnon, disciple et bras droit de Serigne Fallou, en la personne de Serigne Dame Dramé, qui était l'interprète du deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba. Par sa voix imposante, Serigne Dramé revient sur les qualités, les vertus, le personnage charismatique et les hauts faits de celui qui a dignement représenté le mouridisme dans les moments les plus difficiles, jusqu'à l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Touba en 1963. Pour lui, faire du bien à l'endroit des hommes était son sacerdoce. Construire des maisons ou fabriquer des meubles sont la vocation naturelle et normale du maçon et du menuisier. Soulager la misère des hommes était le travail régulier de l'Elhadji Fallilou Mbacké, la tâche permanente à laquelle il se consacrait du matin au soir en dehors de ses obligations religieuses. Il ne pouvait pas souffrir de voir ou de savoir une personne victime des aléas de la vie. Aider les gens, les secourir, les tirer de leurs difficultés, concourir à leur épanouissement,
Tel était son credo. Le Magal de Kaju Rajab est un fort moment non seulement de revisiter l'héritage de Serigne Fallou Mbacké, mais de replonger les disciples dans l'histoire du voyage nocturne Al-Isra et de l'ascension vers le ciel ou Al-Miraj du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce que les conférenciers ont réussi avec brio. Prenant la parole au nom du Khalif, Serigne Abdou Fattah Mbacké Fallilou, de passer en revue les questions de l'heure comme l'éducation au Sénégal, l'hivernage qui s'annonce avant que le Khalif ne prie pour que les espérances toujours portées en Serigne Fallou en de pareilles circonstances soient au rendez-vous des vœux exaucés. Religion toujours, s'il y a un trait distinctif des membres de la communauté laïenne, c'est bien la couleur blanche de leur tenue. Tous les rassemblements sont marqués par la permanence et l'éclat de cette couleur qui dans l'islam se rattache à la pureté, loin d'un souci esthétique ou d'une marque de singularité. Il s'agit plutôt d'une recommandation de Seydina Limamoulaye pour effacer les différences dans le rang social. Blanc comme l'écume de l'océan, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Ce qui frappe de prime abord dans tout rassemblement laïen, c'est au-delà du nom de Dieu salmodié dans une harmonie vocale synchronisée, la couleur blanche immaculée qui recouvre tout le monde de la tête aux pieds. Et quand l'invocation du Tout-Puissant monte de milliers de poitrines, le mouvement des corps n'est pas sans rappeler l'écume des crêtes de vagues successives dans un flux et un reflux. En islam, la couleur blanche a toute une symbolique. Elle incarne la pureté, l'absence de souillure. Et c'est dans une étoffe de cette couleur que l'homme effectue certains rituels du pèlerinage à la Mecque et qu'il retourne à la terre. Chez les laïens, le blanc n'est pas une couleur de des gens simples, sobrement vêtus, cohabitaient avec d'autres aux habits cossus. Par l'habillement des uns et des autres, il était aisé de reconnaître l'origine sociale de chacun. Et comme pour neutraliser ce contraste, il demanda à tous de revenir à la prochaine prière vêtue de blanc et de préférence dans un tissu accessible, celui de la dernière toilette. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et lorsque les premières daïra laïennes ont commencé à voir le jour dans les années 50, chaque membre devait apporter son habit blanc avant d'adhérer. Ce choix, loin d'être une juste singularité, a des fondements théologiques, sociologiques et même économiques. Que dire alors de l'esthétique du blanc ? Voilà, nous retrouvons notre invité sur ce plateau. Comme annoncé en titre, il s'agit de Oumar Demba Abba qui vient de sortir cet ouvrage intitulé donc Baba Mal, le message en chantant, comme vous le voyez ainsi. Bonsoir Monsieur Oumar Demba Abba et bienvenue dans cette édition. Bonsoir madame et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, je vous rappelle que c'est votre première publication. Alors, pourquoi vous avez choisi d'écrire sur Baba Mal pour votre coup d'essai? Juste pour lui rendre un hommage que je pense mérité. Baba Mal est un artiste de dimension mondiale. En plus aussi, c'est un intellectuel de grande valeur aussi. D'autres lui ont rendu hommage avant et j'ai pensé que après tant d'années de musique réussie dans le domaine des arts de manière générale, c'est un hommage mérité que j'ai pensé modestement lui rendre. Alors, je pense que c'est fait. On va s'intéresser justement au titre de cet ouvrage, le message de Baba Mal, le message en chantant. Je rappelle qu'en clair, que Baba Mal, au-delà d'un message, ce sont des messages qu'il véhicule dans ses chansons très souvent, n'est-ce pas? Absolument. L'intitulé même du livre le suggère. En réalité, j'ai pensé que le parcours de Baba Mal est un parcours assez atypique. Il n'est pas né dans une famille griot par définition, donc il n'était pas destiné à la chanson. Il n'est pas chanteur par vocation, mais plutôt né dans une famille tchoubalo, d'un père ancien combattant de l'armée coloniale, reconverti en muezzin, pardon.
Et donc, c'est ce qui fait que son parcours est un peu atypique. Et puis après, Baaba Maal a également suivi les études de Podor, Saint-Louis, ensuite l'école des Beaux-Arts, le conservatoire de Vichy, le conservatoire international de musique. J'ai pensé que tout cela était une somme d'expériences assez intéressante. Et dans ses chansons, très souvent, lui-même, c'est lui qui rédige lui-même ses textes. Et je me suis rendu compte que pour l'essentiel, ces textes, ces chansons véhiculent des messages. Et donc, voilà, j'ai essayé un peu de décoder modestement à mon niveau ce que j'ai pensé être les messages que Baaba Maal adresse à son auditoire. Justement, décodant ces messages de Baaba Maal, vous avez abordé dans l'ouvrage le caractère multidimensionnel de l'artiste Baaba Maal, à savoir sa contribution dans le cinéma, le sport, la protection de l'environnement et la culture naturellement, en parlant notamment de la solidarité culturelle avec d'autres chanteurs, le panafricanisme aussi qui est prôné par Baaba Maal dans la plupart de ses chansons. Et il faut rappeler aussi que Baaba Maal est un digne ambassadeur de la culture pulaar à l'international, et vous avez même essayé de traduire quelques-unes de ces paroles en pulaar, comme ici vous avez dit Soleki Findi Wombe. Ça ne doit pas être évident de passer d'une langue à une autre, n'est-ce pas? Oui, mais tout à fait, mais comme la musique elle est universelle, disons, je crois que le message que Baaba Maal porte, il va même au-delà de la communauté pulaar, tout simplement. Le nom de son orchestre est assez révélateur, Dani Legnol. Quand on dit Dani Legnol en pulaar, en français, l'équivalent c'est à peu près la voix du peuple. Mais aujourd'hui, de quel peuple il s'agit? Je crois que ce n'est pas seulement la communauté pulaar, parce que quand ils chantent sur les spécificités locales, peut-être qu'ils portent la voix de la communauté pulaar, de la communauté nationale sénégalaise. Mais aujourd'hui, quand Baaba Maal, par exemple, chante l'Eki, par exemple l'arbre, c'est son engagement pour l'environnement. La lutte contre la pauvreté, il est ambassadeur aussi dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. La lutte contre le VIH-Sida, c'est des thèmes universels. L'environnement aujourd'hui, les changements climatiques, ça interpelle tout le monde. Il a été quand même aussi à Copenhague, il a été invité à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques il y a quelques années. Ça interpelle tout le monde. Donc je pense que dans les Legnol aujourd'hui, ça porte la voix des peuples du monde. Et donc de ce point de vue, je crois que c'est un artiste véritablement de dimension mondiale par son itinéraire et également par les messages qu'il porte. Dans ces messages, justement, Baaba Maal rend beaucoup hommage aux figures historiques et religieuses du Sénégal. Vous avez aussi fait ressortir ces aspects-là dans votre ouvrage. Tout à fait. Et j'ai essayé de le replacer dans son contexte, à la fois géographique, c'est le Fouta, à la fois socio-culturel, c'est Podor. Le Fouta est l'une des portes d'entrée, l'une des portes principales d'entrée de l'islam au Sénégal. Donc c'est un milieu très attaché, une population très attachée aux valeurs de l'islam et autres. Et également, l'un des thèmes principaux de Baaba Maal, c'est la résistance contre la colonisation. Je crois que le titre Baydi Katchepam est assez révélateur de cette résistance contre la colonisation. C'est le panafricanisme également, et le panafricanisme, c'est un thème d'actualité. Le panafricanisme, il est né hors d'Afrique par des intellectuels de la diaspora, ensuite repris au niveau du continent par exemple Kwame Nkrumah, par Cheikh Anta Diop, et bien d'autres qui ont essayé de prolonger le message du panafricanisme et de le véhiculer sur le continent. Et quand Baaba Maal chante le panafricanisme, nous pensons également que c'est un thème qui interpelle aujourd'hui chaque Africain dans le contexte international des grands ensembles. Alors, M. Omar Dembaba, je rappelle qu'il y a une autre chose aussi qui a attiré notre attention dans cet ouvrage, c'est la préface de cet ouvrage, et notamment celui qui l'a signé. Il s'agit d'un Serer Bontemps, Felwine Sarr. Oui. Alors, j'imagine qu'au-delà de vouloir rendre hommage à son maître Halpulaar, c'est peut-être une façon aussi de traduire ce vouloir vivre ensemble sénégalais. Absolument. Je crois que le professeur Felwine Sarr, mon ami le professeur Felwine Sarr, est professeur agrégé d'économie
Mais ce qui le singularise, c'est que c'est un agitateur d'idées, un penseur, j'allais dire, et un écrivain. Et en plus d'être, comme vous l'avez dit, sérère, donc c'est son seul défaut peut-être. Sûrement. Mais j'ai trouvé que véritablement il était bien placé pour me préfacer, parce que Baaba Maal, je ne l'oublie pas aussi, est d'origine métissée. Il a une ascendance sérère, donc originaire de Diakhao. Il a également une ascendance typiquement Peul, en dehors d'être Tchoubalo, donc originaire de Guédé, non loin de Podor. Et il a une ascendance Bambara également. Donc ce qui en fait un citoyen sénégalais bon teint et un citoyen africain aussi. Et j'ai pensé que, bon voilà, je crois que le professeur Felwine Sarr véritablement est tout à fait indiqué pour faire la préface de ce livre, qui se veut également... ce livre veut s'insérer tout simplement dans le vécu quotidien sénégalais, dans ce qui nous réunit en tant que nation. Et nous sommes véritablement une nation quand on regarde ce qui nous lie les uns et les autres. En tout cas, c'est un livre très riche, très complet, qui retrace l'œuvre et le parcours donc de Baaba Maal, qui parle de l'homme et de son parcours justement. Alors, que peut-on retenir justement de l'homme et de son parcours en un mot? Difficile en un mot de le dire, mais ce que je retiens surtout, c'est son attachement aux valeurs culturelles sénégalaises, le Sénégal des profondeurs. C'est quelqu'un qui aime très souvent voyager à travers le pays, et donc dans ses recherches musicales, je me suis rendu compte également qu'il a, après avoir vécu pendant un certain temps à Dakar, il a tout abandonné, il est retourné jusqu'au Bundu faire des recherches approfondies sur la musique traditionnelle. Autre élément, c'est sa constance dans ce qu'il fait. Donc il a gardé son orchestre créé en 1985, donc 30 ans dans les Lignoles, et avant ça il y a eu des épisodes de deux autres orchestres qu'il avait créés. Et il chante depuis pratiquement 50 ans. Si on prend en compte ses tout premiers balbutiements, si je peux me permettre, et donc c'est cette constance, je crois que cette constance, cette fidélité à ses amis de jeunesse, et également cette tranquillité d'esprit, et donc cette élévation également dans la conscience et son niveau intellectuel, je pense que tout cela caractérise à peu près voilà, Baaba Maal en tant qu'artiste, en tant qu'intellectuel. Voilà, justement, tout cela ressort dans cet ouvrage que vous avez sorti, c'est votre coup d'essai, justement, Baaba Maal, le message en chantant. Et c'est pourquoi la cérémonie de dédicace de cet ouvrage? Ce sera le 11 mai à 17h à Terroubi. Et M. le Premier ministre a accepté gracieusement de présider la cérémonie en présence de Baaba Maal. Voilà, c'est en tout cas un ouvrage que je vous recommande de lire, c'est très intéressant, j'avoue. Merci beaucoup, Monsieur Omar Dembaba, d'avoir accepté notre invitation. Et bonne soirée, restez avec nous pour suivre cette série consacrée à Sandaga et ses extensions. Et nous démarrons ce soir le G par l'état des lieux du marché central. 3 ans après le terrible incendie, où en est-on avec le projet de réfection? Comment la situation est-elle vécue par les commerçants déplacés? Élément de réponse avec Philomène Constance Diagne. C'était il y a de cela 3 ans. L'on se souvient de la nuit du 25 au 26 octobre 2013 où les flammes ont totalement détruit le marché central Sandaga. Un incendie qui a favorisé de graves pertes matérielles d'une valeur de près de 900 millions de francs CFA. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste. On a été convoqué pour participer à un conseil interministériel pour la réfection. Au sortir de cette réunion, des techniciens ont été envoyés sur place pour étudier les possibilités qu'il y avait. Mais il n'était pas question de raser le bâtiment. Ils avaient jugé qu'il fallait juste le réhabiliter. Ils ont fait 15 jours ici. 2010-2009. Par la suite, on a recensé le nombre d'occupants et on en avait 940 placés dans tout le marché, du rez-de-chaussée à la terrasse, y compris les cantines autour du bâtiment. 949 places.
Fermé 7 jours avant l'incendie parce que menaçant ruine, ce marché ne s'est pas réouvert après le drame. La réfection des lieux fait état d'une demande des commerçants. Ces derniers sont aujourd'hui déplacés à Sandiniéry. On nous avait promis que la réfection n'allait durer au plus 1 an. On nous a délogés de Sandiniéry et depuis 2013, la situation n'évolue pas vraiment. Au niveau de la mairie, on nous avait promis de nous associer dans tout ce qui se faisait. On a donc installé un comité pour le suivi du projet de réfection. On doit nous informer sur tout ce qui se décide, car les commerçants sont fatigués de l'autre côté du champ de course de Sandiniéry. Après cette longue période d'attente, les anciens occupants du marché s'impatientent. Ils souhaitent la réfection du marché et le retour pour de meilleures conditions de vente. On demande seulement aux ayants droit sur le marché, mairie ou État, de nous spécifier sur le sujet pour que la réfection se fasse vite. On a entendu des rumeurs qui disent que le bâtiment va être intégré dans le patrimoine culturel sénégalais. Cela ne nous agrée pas. On souhaite que le marché nous revienne. Près de 5000 personnes travaillaient dans ce bâtiment central de Sandaga. Depuis, les responsables disent n'avoir reçu de l'État que 10 millions de francs CFA, un montant jusque-là gardé. En attendant une prochaine réhabilitation du marché, le vieux Lamine Touré s'est porté volontaire pour gérer l'entrée du marché et distribuer les cartes d'identité ramassées dans les débris. Voilà le bâtiment central de Sandaga qui reste toujours impraticable, mais tout autour, les activités se poursuivent, comme à la rue Fleuris, un endroit très connu pour la forte présence de quincailleries depuis les années 60. Sédina Lunfal nous en dit un peu plus. Sandaga, rue Fleuris au plateau. Des va-et-vient incessants, l'endroit est dédié à la quincaillerie. Les pionniers, comme du reste la plupart de ces vendeurs, ont quitté leur baoul natal pour trouver fortune à Dakar. Ibnou Saré fait partie des anciens et responsables de quincaillerie. Témoin et acteur, il nous retrace l'historique de la quincaillerie dans cette partie du marché Sandaga. Au début, on appelait cet endroit le parc des Baol-Baol. De mémoire de commerçants, c'est vers les années 60 que la première génération s'est installée ici. Autant dans les années 60, il n'y avait que des tables ici. On y vendait des clous et des articles de récupération. Maintenant, les choses ont évolué. Nous avons fondé des foyers, construit des maisons grâce à la quincaillerie. Plomberie, électricité, beaucoup d'articles sont proposés aux clients. Nous vendons du matériel de plomberie, du matériel électrique aussi. Nous disposons de câbles, de tuyaux, de lavabos, de robinets et d'autres articles. Les prix sont jugés abordables. Les prix sont abordables ici. Nous avons des articles neufs et d'autres de seconde main. Si la fréquentation est modérée, ces commerçants avouent recevoir une clientèle variée. Nous recevons ici une clientèle variée, parmi elles des personnalités. Rue Fleuris, angle Elimanel Fall. Si ce n'est pas le premier, l'endroit fait partie des premiers parcs dédiés à la quincaillerie au marché Sandaga. Des générations de commerçants ont défilé sur cette rue. Le temps comme les produits exposés ont changé, mais la réputation de ces lieux reste intacte. On y trouve tout ce qu'on cherche en matière de quincaillerie. Autre extension de Sandaga, c'est la rue Tionk, connue pour la forte présence de commerçants qui ont investi dans le secteur de l'habillement notamment. Les affaires sont florissantes, nous apprend Aminata Mbengofal dans ce reportage. Ils font partie du décor de la rue Tionk. Ce sont les vendeurs d'habits pour enfants. Ces vendeurs, venus d'horizons divers, exposent ici pour attirer plus de clients.
Un vendeur regarde là où il y a plus de monde pour s'installer. Ici, la marchandise est plus visible. Depuis 2000. Je suis là depuis 2000. Il n'y a pas seulement des habits qui sont vendus, il y a aussi des merceries. Cette activité, qui jadis rapportait beaucoup, tourne depuis quelque temps au ralenti. Des fois, on vend 1 ou 2 pièces seulement. L'idéal serait de gagner 30 à 50 000 francs CFA par jour pour pouvoir renforcer la marchandise. Pas loin de cette rue, sur l'avenue Lamine Gueye, les commerçants établis dans des cantines et qui s'activent dans la bambinerie embouchent la même trompette. Ils dénoncent également l'anarchie qui règne dans ce milieu. Les bananas, ils sont à côté de notre magasin, à gauche et à droite. Les magasins ne travaillent plus. Les clients, au lieu de rentrer dans les magasins pour acheter, madame, ils partent acheter ailleurs. Les bananas, ils n'ont pas de loyer, ils n'ont pas des impôts, ils n'ont pas des employés. Nous, on a tout, madame, on paye tout. C'est pas facile. Peut-être dans 10 magasins, un magasin qui bouge un peu et les distord. Une situation que déplorent ces commerçants qui appellent à une meilleure organisation pour que cette avenue retrouve son lustre d'antan. Il faut qu'on règle Lamine Gueye. Avant Lamine Gueye, depuis 37 ans je suis là. Avant c'était Lamine Gueye, mais maintenant Lamine Gueye est zéro. Avant les veillées de fête, on voyait un peu de l'argent, on paye, on achète content, on règle, on mange. La vente des tissus fait également partie des activités phares à Sandaga. Plusieurs variétés meublent les rayons, vax, brodé, Diesner, superson, et la liste est longue. Avant, il n'y avait que le bazin, mais maintenant, il y a plusieurs variétés de tissus, comme Darou Khodos, Dubaï, etc. Les clients ont un large choix. C'est ce qui pousse certains à quitter d'autres localités ou même régions pour venir en acheter. Je viens de Ziguinchor, je suis venu acheter des tissus brodés pour les revendre. Il y a des nouveautés, c'est pourquoi nous avons quitté Guédiawaye pour venir acheter en grande quantité ici. Nous sommes en train de préparer notre conférence qui aura lieu durant le Ramadan. Et les commerçants n'ont pas de difficulté pour écouler leurs marchandises. La vente de tissus marche bien à Sandaga. Il faut juste se battre pour s'en sortir. Ainsi va le quotidien des vendeurs qui s'activent dans l'habillement à Sandaga, un secteur qui gagnerait à être mieux organisé pour permettre une cohabitation plus facile entre commerçants et ceux qui sont dans le secteur informel. Voilà pour la série sur Sandaga. Ce soir, nous aborderons d'autres aspects de ce marché mythique. En attendant, place à la rubrique métier qui nous fait découvrir ce soir les activités des entomologistes. Ils sont des chercheurs spécialisés dans la protection des cultures par rapport aux mouches et autres insectes. Les entomologistes, ils ont d'ailleurs conduit le projet CORAF régional qui vise à limiter les attaques des mouches, des mangues. On en parle dans la rubrique avec Luis Bizza. Cette tomate toute fraîche a subi des attaques tout azimuts des espèces non désirées. Nous sommes à Sangalkam. Dans ce champ, le groupe de défense des cultures contre-attaque. C'est essayer de protéger les cultures par rapport aux attaques des autres espèces qui ne sont pas désirées. Ça regroupe aussi bien les insectes, ça regroupe les mauvaises herbes, ça regroupe la phytopathologie, c'est-à-dire les champignons généralement qui attaquent les cultures qui sont sur le terrain ou en stockage. Pour limiter les attaques, l'ISRA a contribué à la mise en place d'une synergie de chercheurs dans ce domaine. Ce sont des spécialistes en entomologie. Un entomologiste, c'est un scientifique qui travaille sur les insectes. Particulièrement entomologiste agricole, c'est celui qui contribue à la gestion des ravageurs pour protéger les cultures afin d'avoir une bonne production. C'est dans le sens de trouver des solutions aux préoccupations des producteurs. Qui dit ISRA dit apport des réponses. Le Centre pour le développement horticole est un démembrement de l'ISRA.
Son laboratoire permet de trouver des solutions aux préoccupations des producteurs de mangue. Cette préoccupation, c'est une préoccupation paysanne, particulièrement des producteurs de mangue. Elle est liée à cette mouche qu'on appelle Batrocera dorsalis. Donc dans ce laboratoire, nous sommes en train de tester des méthodes qui nous aideraient à venir à bout à cette mouche, à mieux la gérer au sein des vergers des producteurs. Elle a été découverte pour la première fois au Sénégal à l'issue des paysages de détection qui ont été effectués vers les années 2004. Nous retenons que c'est une mouche qui est originaire de l'Asie. La mouche Batrocera dorsalis ravage tout sur son passage. Une espèce nouvelle dans les agro-écosystèmes fruitiers. Cette mouche s'est bien implantée, allant jusqu'à déplacer les mouches endémiques qui existaient autrefois. Sa puissance de frappe a poussé les entomologistes à pousser des recherches dans plusieurs régions. Nos recherches sont pour la plupart testées dans la zone des Niayes. Elles sont également testées dans la région sud. Mais maintenant, nous les voulons dans tout le pays, essentiellement dans les zones de production de mangue. Donc, nous avons déjà commencé cette année à conduire ces essais au sein de la zone centre, c'est-à-dire les régions de Fatick et Kaolack. Du point de vue infestation sur mangue, la mouche Batrocera dorsalis cause d'énormes dégâts. Ce qui fait que, autrefois, dans le cycle de production de la mangue, on avait une période quand même très étalée de production de mangue, une production qui commençait du mois de mai et qui se poursuivait des fois jusqu'au mois de novembre-octobre. Mais avec l'arrivée de cette mouche, nous avons le cycle de production la période de production de mangue qui est vraiment limitée. Les méthodes de lutte que l'ISRA est en train d'innover vont réduire considérablement l'utilisation des pesticides. Et ça va donner un grand impact pour les mangues d'exportation. Ces entomologistes sont en quête d'une solution finale. Seulement, la tâche s'avère on ne peut plus compliquée. Il n'est pas toujours facile pour ce qui est des insectes de les supprimer carrément. Parce que si on tentait à les supprimer carrément, on aurait détruit d'autres insectes qui sont pourtant utiles aux agroécosystèmes. C'est-à-dire comme les abeilles par exemple, dont on a besoin parce qu'elles assurent les pollinisations au sein des vergers. L'une des grosses difficultés du métier est de pouvoir choisir les bons produits qui ont le moindre effet négatif possible sur l'environnement. Si nous voulons lutter contre les insectes, c'est comme si nous luttions contre les organismes vivants. Et très souvent, quand vous utilisez un produit chimique ou autre contre cet organisme vivant-là, il peut réagir à cette attaque. Et comme ça, l'une des difficultés principales, c'est justement cette adaptation. Et parmi ces produits que nous utilisons pour lutter contre les insectes, il y a les produits chimiques. Quand vous les utilisez dans la nature, vous empoisonnez la nature. Pour travailler à protéger les cultures, dans toutes ces spécialisations-là, il faut pouvoir avoir l'équipement nécessaire. Ce métier, il a, je peux dire, besoin d'être connu des Sénégalais. Qui dit abeille, dit entomo. Qui dit moustique, dit entomologie. Défendre des cultures contre les espèces invasives demande des connaissances appropriées. Bac plus 10 maintenant, parce qu'il faut le master à Bac plus 4 minimum et 3 ans de thèse. Ces scientifiques travaillent donc sur des insectes. Chacun, dans sa localité spécifique, contribue à la gestion des ravageurs pour protéger les cultures afin d'avoir une meilleure production. C'est donc un système intégré qui participe à l'amélioration des pratiques culturelles. Voilà pour la rubrique métier dans l'univers des entomologistes, nous a dit Lisa Bizza. La journée internationale de la sage-femme célébrée ce 5 mai se prolonge au Sénégal avec l'association des sages-femmes. Elles ont tenu ce matin un atelier de réflexion sur la pratique de leur métier dans le contexte des ODD, compte rendu Fatou Sakho. Cheville ouvrière de la santé de la mère et de l'enfant, les sages-femmes au nombre de 1789 au Sénégal jouent un rôle primordial pour l'atteinte de l'ODD 3 à l'horizon 2030. Mieux que d'autres sauveurs et protecteurs de la vie, la sage-femme
considère son métier comme un sacerdoce. Les défis sont certes immenses si l'on sait que dans notre pays, le taux de mortalité maternelle